Petit français. Après sa mort en 1945, Adolf Hitler a laissé derrière lui non seulement un régime en ruine, mais aussi un héritage familial marqué par le rejet, le silence et des conflits non résolus. Des décennies plus tard, ses descendants directs vivaient sous des identités modifiées aux États-Unis, loin de toute présence publique. Parmi eux, Howard, un enquêteur fiscal fédéral, était le seul à avoir exprimé le désir de fonder une famille. Sa mort en 1999, à seulement 32 ans, dans un accident survenu en service, a mis fin à la dernière possibilité biologique de prolonger la lignée directe. Son nom a été inscrit dans les registres officiels américains du souvenir, mais son histoire est restée confidentielle. Pendant ce temps, les controverses autour de la fortune de Hitler ont occupé les tribunaux et les archives pendant des décennies. Des enquêtes internationales ont révélé l'existence de comptes cryptés en Suisse, de revenus tirés des droits à l'image et du capital provenant du livre Mein Kampf, dont la valeur convertie à aujourd'hui dépasserait 406 milliards d'euros. Cependant, le gouvernement de Bavière bloquait toutes les revendications invoquant la confiscation générale des biens nazis. La justice a même rejeté les demandes formelles de membres reconnus de la famille comme sa sœur Paula ou son neveu Léo Robal. Ce documentaire, avec une précision historique, explore le destin de la famille d'Adolf Hitler et les conséquences cachées d'un nom que beaucoup ont tenté d'effacer de la mémoire. L'enfance d'Adolf Hitler fut profondément marquée par la figure dominante de son père Alois Hitler. Né en 1837 dans un village de Basse-Autriche, fils illégitime d'une servante alloise, gravit progressivement les échelons de l'administration de l'Empire austro-hongrois jusqu'à devenir inspecteur des douanes. Cette réussite, qu'il considérait comme une preuve de sa propre valeur, le convainquit que l'ordre, l'obéissance et la discipline étaient des piliers essentiels du succès. Il appliqua cette logique sans aucune déviation à sa vie familiale. À la maison, Alois était un homme sévère, irritable, enclin à des punitions physiques et dépourvu de patience envers sa femme ou ses enfants. Il manifestait une hostilité particulière envers Adolphe, qu'il voulait voir devenir fonctionnaire, méprisant totalement ses aspirations artistiques et ses mauvais résultats scolaires. Adolphe ne s'opposait pas directement à son père, mais adoptait une attitude de résistance passive. Il ignorait les attentes imposées, se comportait de manière provocante en classe et redoubla à l'adolescence. Ce schéma peut être interprété comme une forme silencieuse de rébellion contre une autorité qu'il ne pouvait ouvertement défier. Avec le temps, Adolphe décrivit son père comme une figure difficile à comprendre, qu'il n'avait jamais aimée, mais dont la présence inspirait respect et crainte. La mort d'Alois en 1903, alors qu'Adolphe n'avait que 13 ans, constitua un tournant majeur. D'un côté, elle mit fin à une source de pression constante. De l'autre, elle le priva d'une figure paternelle à un moment clé de son adolescence. Le vide laissé par Alois fut en partie comblé par le lien avec sa mère Clara Pölzl. Clara, femme douce et profondément religieuse, centrait sa vie sur la gestion du foyer et l'éducation de ses enfants. Après avoir perdu plusieurs d'entre eux en bas âge, elle développa une relation particulièrement étroite avec Adolphe. Contrairement à la sévérité de son père, Clara offrait compréhension, tendresse et un soutien inconditionnel. Elle était la seule à encourager ses centres d'intérêt, même lorsqu'ils contredisaient la volonté d'Alois. Après son veuvage, Clara devint le principal soutien émotionnel de son fils. Mais cette stabilité fut ébranlée en 1907 lorsqu'on lui diagnostiqua un cancer mortel. Pendant sa maladie, elle fut soignée par le docteur Edward Bloch, qui se souvenait plus tard du dévouement total d'Adolphe envers sa mère, un jeune homme attentif prêt à tout pour atténuer ses souffrances. La mort de Clara en décembre de la même année bouleversa profondément Adolphe. Âgé de seulement 18 ans, ce choc le marqua pour le reste de sa vie. Il l'évoquait toujours avec révérence, la décrivant comme la seule personne qu'il ait vraiment aimée. Dès lors, la structure familiale s'effondra. Le contact avec sa sœur cadette Paula devint sporadique et distant. Bien qu'ils fussent les seuls enfants de Clara et Alois à atteindre l'âge adulte, leur relation resta froide et superficielle. Après avoir quitté le foyer en 1908, Adolphe ne la revit pas pendant plus d'une décennie. Lorsqu'ils renouèrent, les rencontres étaient rares et toujours formelles. À mesure qu'il consolidait son image publique, Hitler cherchait à couper tout lien avec ses origines familiales, repoussant les tentatives des médias d'explorer ses racines et utilisant les ressources de l'État pour effacer les traces gênantes. Un exemple frappant fut l'évacuation de villages comme Dollersheim, lieu de résidence de ses ancêtres, sous prétexte d'exercice militaire. Les historiens s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une opération délibérée visant à effacer les traces biographiques.
Ainsi, il construisit une narration officielle où sa figure apparaissait comme immaculée, totalement détachée d'une famille associée à la pauvreté, l'insignifiance et l'échec. Fin avril 1945, Hitler se réfugia dans le Führerbunker à Berlin. Le 29 avril, il épousa Eva Braun et le lendemain, ils se suicidèrent ensemble. Elle prit du cyanure et lui se tira une balle dans la tête. Leurs corps furent brûlés sur ses ordres pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains des Soviétiques. Cet acte scella la fin de son régime et accentua l'isolement de sa famille. Les héritiers cachés. La famille Hitler en Amérique. Après la mort du Führer, la lignée des Hitler survécut dans l'anonymat. À Long Island, dans l'État de New York, trois frères Alexander Lewis et Brian Stewart Houston vivaient sous de fausses identités dissimulant volontairement leurs origines. Ils étaient les fils de William Patrick Hitler, neveu direct du dictateur, et fils d'Alois Hitler Jr., issu du second mariage d'Alois Hitler. Dès leur jeunesse, ces hommes prirent une décision ferme, aucun d'eux n'aurait d'enfant. Ils ne l'écrivirent pas, ni ne signèrent d'engagement formel, mais un pacte silencieux et inébranlable existait entre eux. La raison était claire, ils ne voulaient pas que les générations futures portent le fardeau d'une histoire dont ils n'étaient pas responsables, mais qui restait indélébile. Ils grandirent en sachant qu'ils devaient cacher leur nom conscient, que sa révélation pourrait les exposer à des soupçons des actes de vengeance symboliques ou une attention non désirée. L'un des moments les plus délicats survint lorsqu'une partenaire de l'un d'eux exprima son désir d'avoir des enfants. La relation semblait stable et sincère, mais il y avait un secret. Le véritable nom de son compagnon était Hitler. Pour compliquer davantage la situation, la jeune femme était juive et son souhait de fonder une famille restait inébranlable. Selon une source proche de la famille, ils décidèrent de lui révéler la vérité. La réaction fut dévastatrice et la relation prit fin peu après. Une situation similaire se produisit lorsqu'un autre frère entama une relation avec une portoricaine qui ignorait également son passé familial. Lorsqu'on lui expliqua que se marier signifiait devenir de fait une Madame Hitler, l'histoire se répéta et la relation s'effondra. Au-delà de la peur d'être stigmatisé, le plus lourd fardeau était l'angoisse que leur secret perturbe leur vie quotidienne dans la paisible communauté du nord-est des États-Unis. Ils grandirent dans un environnement où ils étaient connus uniquement sous leur nom d'emprunt intégré dans la routine des petites villes américaines. Révéler leur véritable identité aurait pu bouleverser leur existence. Ceux qui connaissaient William Patrick Hitler de près ne se souvenaient pas de lui comme d'une figure sombre ou controversée. Pour eux, c'était un homme de famille attentionné, dévoué à sa femme et à ses enfants, qui, après la guerre, s'efforça de disparaître des regards. La dernière mention publique de William Patrick Hitler remonte à février 1946 lorsqu'il fut démobilisé de la marine à Fargo Barracks dans le Massachusetts. Dès lors, il disparut de l'histoire officielle, entamant une vie cachée soigneusement protégée. Après avoir quitté la marine en 1946, où il était encore enregistré sous le nom de William Patrick Hitler, il disparut des registres publics. Une note interne du FBI indiquait qu'il se trouvait à Newport, dans le Rhode Island, en attente de sa démobilisation définitive. Selon certains proches, il fut blessé au combat, touché par un éclat d'obus à la jambe, bien que ces informations manquent de confirmation officielle. Ceux qui le connaissaient soulignaient qu'il avait rempli son devoir sans chercher la reconnaissance. Dans les mois qui suivirent, il exprima le souhait de retourner à New York pour retrouver sa mère Bridget et finaliser sa naturalisation comme citoyen américain. Parallèlement, il reprit peut-être ses études, s'inscrivant au City College de New York où il obtint une licence en sciences sociales. Il poursuivit ensuite des études supérieures dans la même institution aujourd'hui, Baruch College, se concentrant sur des disciplines comme l'économie, le droit, la comptabilité et l'espagnol, mais abandonna avant d'achever le programme. En octobre de cette année-là, il demanda un numéro de sécurité sociale sous l'identité modifiée de William Hiller. Ce changement n'était pas anodin, il marquait le début d'une nouvelle phase où il rompait tout lien public avec le nom Hitler. L'année suivante, il épousa Phyllis, une Allemande, qu'il avait rencontrée brièvement dans les années 1930 par l'intermédiaire de son frère en Allemagne. Après la guerre, ce contact fut renoué. Le frère de Phyllis, face à la situation tendue en Europe, demanda à William Patrick de veiller sur sa sœur si elle parvenait à rejoindre les États-Unis. Cette requête fut honorée et leur relation devint un mariage durable. Phyllis, de 12 ans, sa cadette, s'intégra rapidement à la vie américaine. Ensemble, ils s'éloignèrent progressivement de toute exposition publique. L'engagement de William Patrick à effacer son passé
ne se limita pas au changement de nom. Après son mariage avec Phyllis, il vécut avec elle et sa mère Bridget d'abord à Queens, puis dans un quartier plus calme de Long Island, loin de l'agitation urbaine et des regards indiscrets. Bien que certains amis aient suggéré que le mariage avait initialement pour but d'assurer à Phyllis un séjour permanent aux États-Unis, leur lien se renforça avec le temps devenant une relation stable et durable. Avec une famille grandissante à charge, William Patrick occupa divers emplois dans le secteur médical, mettant à profit l'expérience acquise dans la marine. Il commença comme assistant dans un cabinet d'urologie privé à Manhattan, puis travailla comme administrateur au département d'urologie d'un grand hôpital municipal, probablement Bellevue. Plus tard, il fut employé dans une institution publique à Long Island. Au fil des années, il adopta une nouvelle identité soigneusement choisie pour ne pas être associé au nom Hitler Hiller, ni même au nom de jeune fille de sa mère. Ironiquement, le nom fictif adopté par la famille provenait d'un auteur britannique dont les idées avaient influencé les théories raciales du nazisme, une ironie que peu pouvaient percevoir. William Patrick voulait que ses enfants grandissent sans le poids de leur nom, loin de tout lien direct avec leur oncle. Pour garantir cela, il s'imposa une règle stricte: ne jamais parler publiquement d'Adolf Hitler. Ce vœu de silence découlait non seulement d'une aversion personnelle pour son parent, mais aussi de la peur de représailles. Pendant les premières années de la guerre, une rumeur circulait selon laquelle Heinrich Himmler aurait ordonné aux sympathisants nazis en Amérique de faire taire William Patrick par tous les moyens. Bien que cet ordre n'ait jamais été pleinement confirmé, le risque d'être ciblé par des fanatiques était réel et persistant. Avec le temps, grâce à ses connaissances en médecine et en travail de laboratoire, William Patrick fonda une petite entreprise d'analyse clinique spécialisée dans l'examen d'échantillons sanguins. Il consacrait de longues heures à son travail, tandis que Phyllis s'occupait du foyer et des enfants. Ainsi, pas à pas, ils construisirent d'une vie ordinaire en marge d'une histoire extraordinaire. L'isolement qui protégeait l'identité de la famille Hitler à Long Island n'empêchait pas les récits familiaux de circuler à huis clos. Bien que le véritable nom ne puisse être prononcé publiquement et que les enfants grandissent sans en connaître pleinement l'histoire, le silence n'était pas absolu. William Patrick partageait des anecdotes de son séjour en Allemagne, comme celle d'un thé pris avec son oncle Adolf et Berchtesgaden. Il racontait comment tout autour du Führer était orchestré pour impressionner des femmes impeccables, des meubles somptueux, des espaces empreints d'une opulence presque théâtrale. Son jugement était sans appel, son oncle s'était perdu dans cet excès, et le pouvoir l'avait transformé en un homme incapable de distinguer la réalité. Ces expériences marquèrent non seulement sa perception du nazisme, mais aussi celle de ses enfants. Dès leur plus jeune âge, ils apprirent que leur père avait pris une décision irrévocable, s'opposer à Hitler. Il refusa une offre de rejoindre le régime malgré la promesse d'un rôle important s'il renonçait à sa citoyenneté britannique. Selon William Patrick, Rudolf Hess lui-même insista pour qu'il prête serment à Hitler, ce qui allait à l'encontre de ses principes. Ce refus exprimé en face le força à quitter immédiatement l'Allemagne. On l'avertit que s'il ne fuyait pas rapidement, sa sécurité serait menacée. Il franchit alors la frontière néerlandaise dans la voiture d'un ami, abandonnant définitivement l'Allemagne. Des années plus tard, alors que ses enfants étaient adolescents, William Patrick leur montrait des photos de cette époque, des portraits avec des figures du monde du spectacle, des rencontres avec des politiciens et des souvenirs de son bref passage sur la scène des conférences. Mais au-delà des anecdotes, le message était clair: rompre avec le passé, renoncer au nom, à la lignée et à tout lien avec le Troisième Reich. Phyllis, quant à elle, vivait l'immigration avec une certaine ambivalence. Elle maintenait des contacts avec sa famille en Europe et, lorsque possible, voyageait avec ses enfants pour les voir. L'exil la faisait souffrir, mais elle l'acceptait. Pendant la guerre du Vietnam, elle craignit que ses fils ne soient envoyés au front, ce qui la poussa à une décision radicale. Elle fit en sorte qu'ils soient tous ordonnés pasteurs luthériens pour éviter la conscription obligatoire. L'engagement de la famille à dissimuler son identité atteignait parfois des extrêmes inimaginables. Une nuit, lorsqu'ils découvrirent que quelqu'un avait reconnu leur véritable identité, ils quittèrent leur maison sans préavis. Ce n'était pas un simple curieux, mais une menace réelle. Ils partirent en laissant tout derrière eux. Pour eux, préserver l'anonymat n'était pas seulement une question de discrétion, mais un moyen de protection. En 1987, William Patrick tomba soudainement malade. Pendant plusieurs jours, il lutta contre une forte fièvre et une grave infection respiratoire. Il mourut à l'âge de 76 ans.
Fidèles à leur principe de rester discrets, ses proches envisagèrent un enterrement sans pierre tombale. Après réflexion, ils décidèrent toutefois de l'inhumer aux côtés de sa mère Bridget, dans une tombe familiale prévue également pour Phyllis, sa femme. Avec son décès, ses enfants prirent des chemins différents, bien qu'ils héritèrent tous des traits familiaux marqués. L'aîné Alex consacra son temps à soutenir les vétérans de guerre. Howard, le troisième frère, fut le seul à choisir une voie indépendante. Il s'installa à Manhattan, se maria et travailla comme agent d'enquête au département du Trésor. Dès son jeune âge, il affichait une personnalité ouverte et dynamique bien différente de la réserve du reste de la famille. Ses anciens collègues se souvenaient de lui comme d'un jeune homme charismatique, passionné de musique et de sport, avec d'excellents résultats académiques. Dans sa communauté, il était simplement un brillant garçon du quartier et personne ne soupçonnait ses véritables origines. Même ses amis proches avec qui il partageait des années d'amitié ou des vacances n'auraient jamais imaginé qu'il portait le nom le plus infâme du 20e siècle. Howard rêvait de rejoindre le FBI, probablement influencé par les récits de son père. Après avoir travaillé dans une entreprise de location de camions, il intégra le service d'enquête de l'IRS. Il fut le premier agent de cette unité à mourir en service. L'accident survint lors d'un trajet entre deux affaires de fraude fiscale. Sa voiture traversa la ligne médiane et fut percutée de plein fouet. Il n'avait que 32 ans. Sa mort fut un coup dévastateur. L'église était remplie de voisins collègues et amis. Son nom fut gravé sur des monuments officiels à Washington et en Géorgie en reconnaissance de son service. Pour Phyllis, sa mère, la douleur était double. 2 ans plus tôt, elle avait perdu son mari et elle devait maintenant enterrer son fils qui lui ressemblait non seulement par le visage, mais aussi par sa volonté de forger son propre destin. Sa mort mit également fin à la seule possibilité réelle de rompre avec le pacte familial implicite d'éviter d'avoir des descendants. Selon ceux qui le connaissaient bien, Howard était le seul susceptible de remettre en question cette règle. Mais le destin ne lui en laissa pas l'occasion. Alois et Paula, la famille qu'Hitler voulait effacer. L'une des figures les plus énigmatiques de cette mosaïque familiale était Alois Hitler, Jr., le demi-frère aîné d'Adolf et grand-père des derniers descendants américains. Alois n'occupa jamais de position influente dans le Troisième Reich et ses relations avec son frère cadet étaient au mieux tendues et distantes. Adolf évitait de l'impliquer dans les affaires politiques et lui refusait tout rôle dans le régime. Malgré cela, dans les années 1930, Alois parvint à ouvrir un restaurant dans un quartier huppé de l'ouest de Berlin. Bien que le Führer ait publiquement désapprouvé que son frère dirige un commerce dans un lieu aussi visible, le restaurant devint ironiquement populaire parmi les notables du parti. De grandes lettres néon affichaient le prénom Alois, tandis que le nom Hitler était à peine visible. De nombreux clients attendaient des heures devant l'établissement dans l'espoir d'apercevoir le dirigeant allemand, mais Adolf ne s'y présenta jamais. Après la guerre, Alois tenta de se fondre dans les ruines de l'Allemagne occupée. Il adopta le nom d'Eberle et chercha à passer inaperçu parmi les réfugiés, mais il fut arrêté près de Hambourg par les forces britanniques après qu'on eut découvert qu'il utilisait de faux documents. Pendant plusieurs semaines, il fut détenu sous la surveillance du 21e groupe d'armée britannique où il fut interrogé. Lors de ses entretiens, il aurait avoué que son nom lui avait causé plus de problèmes que de privilèges et que son frère, loin de l'apprécier, avait honte de lui en tant que parent. Les autorités militaires britanniques déclarèrent publiquement, après enquête, qu'Alois n'avait apparemment joué aucun rôle dans les activités du régime et semblait même terrifié à l'idée d'être associé aux crimes nazis. Peu après, il demanda officiellement à changer son nom, et Hiller arguant que son nom d'origine l'exposait à des embarras et à la méfiance. Cependant, certaines sources ultérieures suggèrent que son rôle était plus ambigu qu'il ne le prétendait. Pendant la guerre, des rumeurs circulèrent selon lesquelles Alois se faisait parfois passer pour son célèbre frère. Grâce à une moustache similaire et une ressemblance physique, il aurait porté l'uniforme du Führer et se serait présenté sur le balcon de la résidence de Berchtesgaden pour saluer la foule, donnant l'impression qu'il s'agissait d'Adolphe en personne. Bien que ces témoignages n'aient jamais été officiellement confirmés, ils illustrent le niveau de confusion que le nom suscitait même au sein de la famille. Alois, qui affirmait n'avoir pas vu son frère depuis leur enfance à Linz, pourrait avoir contribué à alimenter cette légende tout en cherchant à y échapper. Avec le temps, peut-être convaincu que le temps avait effacé une partie de la stigmatisation, Alois commença à se montrer plus ouvert concernant son nom.
En novembre 1953, il ne cherchait plus à éviter l'association avec son passé. Sous le nom de Hans Hiller, il gérait une brasserie à Munich et protesta publiquement contre un documentaire contenant des scènes privées d'Eva Braun. Sa plainte était remarquable, il affirmait que la production déshonorait le nom Hitler, comme s'il avait encore quelque chose à défendre. Peu après, son lien avec l'héritage nazi devint encore plus évident. En 1955, il dirigea un petit groupe ultranationaliste appelé Partido Nacional Democrata, une formation marginale mais symboliquement troublante. Depuis un bar à Hambourg, il vendait aux touristes étrangers des cartes postales à l'effigie de son demi-frère. Loin de toute repentance, il semblait idéaliser à nouveau l'homme qu'il prétendait vouloir oublier pendant des années. Bien que certaines sources affirment qu'il était encore en vie en 1968, sa famille soutenait qu'il était mort en 1956, dans le silence et loin de l'attention publique. Le destin de son fils Heinz, né de son second mariage et considéré comme illégitime, fut tout aussi sombre. Combattant sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut capturé par l'armée rouge et mourut en captivité. Alors qu'Alois Hitler tentait de se réinventer dans l'Allemagne d'après-guerre mêlée à des affaires douteuses et à une nostalgie à peine voilée, sa demi-sœur Paula offrait une image bien différente de l'environnement familial. Interrogée par les forces américaines en juillet 1945, elle décrivit une vie marquée par la distance émotionnelle, l'indifférence et l'absence de liens forts, même entre frères et sœurs. Paula Hitler, née en 1896 à Hartfeld, en Autriche, sur la propriété de son père, était encore enfant lorsqu'elle perdit sa mère, un événement qui, selon elle, affecta profondément tant elle qu'Adolphe. Dès lors, son frère ne revint jamais au foyer familial. De 7 ans, son aîné, ils vécurent dans des mondes séparés dès leur enfance. Lorsqu'il étudiait dans Styrie, Paula grandissait dans la solitude. Il ne partageait ni jeux ni confidences. Elle lui écrivit une lettre en 1910, mais n'obtint jamais de réponse. Lorsqu'ils se retrouvèrent en 1921, il justifia son silence froidement. Il n'avait rien, donc il ne pouvait offrir d'aide. Cependant, il renonça à sa part de la rente héritée pour qu'elle puisse poursuivre ses études dans une école pour filles. Selon Paula, cette rencontre fut étonnamment chaleureuse. Adolphe l'accompagna même faire des achats, un geste qu'elle évoquait avec tendresse. En 1922, ils se revirent pour visiter la tombe de leurs parents. Ensuite, chacun suivit son chemin, lui à Munich, elle à Linz. En 1923, déjà engagé en politique, il l'accueillit à nouveau souvent, avec des colis contenant de la nourriture comme du jambon, de la farine ou du sucre. Paula conserva ses convictions religieuses et resta totalement à l'écart de l'entourage politique de son frère. Bien qu'on l'ait invitée à s'installer dans la résidence alpine de Berchtesgaden, elle refusa toujours, préférant une vie modeste et anonyme en Autriche. En public, elle adopta le nom de Frau Wolf sur suggestion directe d'Adolphe formulée lors des Jeux olympiques de Garmisch. Il insista pour qu'elle reste dans l'ombre et elle s'y conforma sans objection. Après avoir perdu son emploi dans une compagnie d'assurance à Vienne à cause de son nom, elle reçut une rente mensuelle gérée par la chancellerie du Reich. Lors des interrogatoires alliés, on mentionna l'existence de lettres envoyées par son frère extrêmement brèves. Paula n'en fut pas surprise. Elle confirma sans détour qu'Adolphe n'avait jamais manifesté de véritable sens de la famille. Même dans les moments intimes, il restait distant, comme si les liens affectifs étaient un fardeau plutôt qu'un réconfort. Dans les derniers jours du régime, on la retrouva dans sa maison entre Vienne et Linz. Sans préavis, un véhicule officiel arriva avec l'ordre de la transférer à Berchtesgaden. Elle ne sut jamais qui avait donné cet ordre, bien qu'elle soupçonnât Bormann. Elle fut logée dans un hôtel sous contrôle du parti où personne ne connaissait son identité. Elle dînait seule dans sa chambre et ne participait à aucune activité sociale. Même là, sa présence passait inaperçue. Elle ne fut jamais invitée à l'Obersalzberg et ne partagea jamais la table des hauts dignitaires du régime. Elle vit Eva Braun une seule fois en 1934 lors d'une cérémonie à Nuremberg. Son frère n'en parlait jamais. L'entourage d'Adolphe, bien qu'apparemment proche vu de l'extérieur, maintenait un mur impénétrable, même envers les membres de sa propre famille. Paula le comprenait, et pendant des années, elle apprit à n'attendre rien. Bien des années après, les secrets continuaient de peser sur la famille. L'un des épisodes les plus sombres de l'histoire familiale concerne Angelika Raubal, fille d'Angela Hitler et nièce directe d'Adolphe. Connue sous le nom de Gali, elle était bien plus qu'une simple présence domestique dans la résidence munichoise. Selon ceux qui la connaissaient, elle représentait le centre émotionnel de la vie du dictateur pendant son ascension au pouvoir.
Le 14 septembre 1931, à seulement 23 ans, Jelly fut retrouvée morte dans l'appartement qu'elle partageait avec son oncle. Une arme, le pistolet d'Adolphe, gisait sur le sol. Une lettre inachevée reposait sur la table. La version officielle fut immédiatement diffusée suicide. Mais dès le départ, l'affaire fut entourée de contradictions, de rumeurs et d'une atmosphère de censure. Le récit de William Patrick livré des années plus tard ne fit qu'amplifier les soupçons. Lors de ses voyages aux États-Unis et au Canada, William Patrick désigna l'affaire Gelly comme la preuve la plus troublante du caractère de son oncle. À Toronto, il alla jusqu'à l'accuser directement, affirmant qu'il entretenait une relation inappropriée avec sa nièce, marquée par la jalousie, le contrôle et la violence. Selon lui, Hitler aurait perdu son sang-froid après avoir appris une supposée liaison entre Jelly et son professeur de musique et une violente dispute aurait conduit à sa mort. Selon sa version, Göring organisa secrètement les funérailles et imposa la narrative officielle. Le Führer n'était pas présent. Les rumeurs ne se limitaient pas aux déclarations de William. Dans les mémoires de Brigitte Hitler, une version plus explicite prétendument transmise par Hedwig, la seconde épouse d'Alois relatait les dernières heures de Jelly avec des détails dramatiques, une dispute nocturne des cris, une porte verrouillée et le corps d'une jeune femme mourante, alors qu'Adolphe et son médecin personnel étaient les seuls présents. Lorsque Angela, sa mère, revint à l'appartement, on lui interdit d'entrer dans la pièce. Ce n'est que lorsqu'il fut trop tard qu'elle vit son frère Adolphe effondré, confessant qu'il était un meurtrier. Göring intervint alors affirmant qu'il s'agissait d'un suicide et que c'était la vérité. Mais d'autres voix au sein de la famille contestaient même cette version dissimulée. Paula, dans une conversation avec Bridget, rejetait l'idée d'une grossesse, la qualifiant d'invention commode pour justifier une prétendue dépression. Sa position était catégorique, ce n'était ni un suicide ni un accident. Selon Paula, son frère était amoureux de Jelly et cette obsession l'avait conduit à des actes de violence qu'Angela, malgré ses efforts constants pour l'excuser, ne pouvait justifier. Selon Paula, la tragédie résultait d'une relation malsaine du silence de ceux qui savaient et de la protection inconditionnelle qu'Angela continuait d'offrir à son frère, même après ces événements. La version de la mort de Jelly Raubal, propagée par William Patrick, ne surgit pas de nulle part. Bien que beaucoup considérassent son témoignage comme un outil de propagande lors de ses voyages aux États-Unis, d'autres voix finirent par confirmer du moins en partie ces allégations. L'un d'eux était Ernst Hanfstaengl, ancien chef de la presse internationale du parti nazi, et l'un des rares à avoir vécu en contact étroit avec Hitler avant sa prise totale du pouvoir. Exilé à Londres en 1937, il reçut une visite inattendue de Brigitte Hitler. Selon Pierce, Brigitte lui transmet une version connue des membres les plus proches de la famille, selon laquelle Jelly était enceinte d'un jeune professeur d'art juif rencontré à Linz. La jeune femme voulait l'épouser, ce qui aurait déclenché un conflit fatal avec son oncle. Pour Hanfstaengl, cet événement n'était pas seulement une tragédie personnelle, il marqua un tournant dans le caractère de Hitler. Dans son analyse, la mort de Jelly fut le début d'une transformation définitive. Cette relation qu'il qualifiait d'unique dans la vie émotionnelle de Hitler agissait comme une soupape pour son énergie nerveuse. Après sa mort, cette tension ne trouva plus d'exutoire et, selon lui, se transforma en comportement de plus en plus cruel et autodestructeur. Sa relation ultérieure avec Eva Braun, selon lui, n'atteignit jamais le même niveau d'intimité. Il la décrivait comme une figure décorative sans réelle influence et affirmait qu'à partir de ce moment, Hitler s'enfonça dans une sorte de narcissisme stérile. Outre son impact psychologique, l'histoire de Jelly devint un outil utile pendant la guerre. Bien qu'il n'existe pas de preuves concluantes, il est possible que William Patrick ait collaboré avec des agences américaines, y compris le FBI, pour élaborer une narrative destinée à la guerre psychologique. Des archives déclassifiées montrent que Hanfstaengl fut libéré de son internement au Canada et mis à la disposition de l'Office of Strategic Services sous la supervision de l'équipe de William Donovan. Sa mission consistait à produire des contenus biographiques et des matériaux de propagande sur des figures liées au régime. Dans ce contexte, certains chercheurs ont suggéré que le brouillon des mémoires attribué à Brigitte Hitler pourrait avoir fait partie de ce projet soutenu discrètement, puis abandonné lorsque cela cessa d'être une priorité. Un mémorandum adressé à J. Edgar Hoover confirme que Hanfstaengl fut directement inscrit sur la liste de paie de Donovan, chargé de coordonner les contenus destinés à des opérations d'influence en Allemagne. Malgré la valeur de ces témoignages lorsque la guerre prit fin et que de nouvelles questions émergèrent, William Patrick n'était plus disponible.
Il avait disparu de la vie publique. Personne ne savait où le trouver et l'histoire s'estompa. Il ne resta que des versions fragmentaires, des bribes décousues et un scandale familial sans résolution définitive. De la chancellerie de Reich aux banques suisses, la piste secrète du Troisième Reich. L'une des questions les plus controversées et les moins élucidées concernant la famille Hitler reste celle de leur fortune. Bien qu'il se présentât publiquement comme indifférent aux questions matérielles, la gestion de ses finances racontait une toute autre histoire. Derrière l'image d'un dirigeant ascétique entièrement dévoué à l'État et dénué d'intérêts financiers personnels, se cachaient des chiffres bien différents. Hitler enregistra sa résidence principale au nom du parti à Berchtesgaden, une manœuvre astucieuse qui compliqua par la suite les revendications directes sur ses biens. Après sa mort, l'État de Bavière prit possession de la propriété et assuma également le contrôle juridique de Mein Kampf, empêchant sa réédition pendant des décennies. Cette interdiction prit fin en 2016 à l'expiration des droits d'auteur de 70 ans prévus par la loi allemande. Cependant, la piste financière était plus révélatrice. Selon l'historien Chris Wheaton, le dirigeant nazi accumula une fortune dépassant 1 milliard de Reichsmarks, soit plus de 4,6 milliards d'euros en valeur actuelle. Une grande partie de cette somme provenait de mécanismes inhabituels mais efficaces. Hitler enregistra son image, ce qui signifiait que chaque timbre postal à son effigie générait des revenus. Bien qu'il affirmât publiquement ignorer où allaient les fonds collectés lors de ses discours, ces sommes alimentaient en réalité ses comptes personnels. Les autorités fiscales du Reich posaient sans cesse des questions cherchant à savoir ce qu'il advenait des recettes des billets vendus des dons et des droits d'auteur, mais Hitler se considérait au-dessus de toute obligation comptable. Il déclarait que tous les revenus appartenaient au parti et qu'il ne recevait rien directement. En pratique, cependant, la frontière juridique entre l'institutionnel et le privé n'était qu'une illusion fonctionnelle. Le parti, c'était lui. En 1944, selon des estimations prudentes, il se situait dans la catégorie des milliardaires actuels. Pourtant, le plus troublant reste que la majeure partie de cette fortune n'a toujours pas de destination clairement établie. Aucun registre détaillé ne documente sa dispersion après la chute du Troisième Reich. Certaines théories suggèrent qu'une partie de ces fonds fut cachée dans des comptes cryptés, dans des banques suisses ou des structures similaires. Cependant, aucune enquête n'a réussi à suivre cette piste de manière définitive. À titre personnel, Hitler exerçait un contrôle strict sur ses finances. Selon l'historien Dr. Chris Wheaton, il tirait non seulement satisfaction du pouvoir, mais aussi des avantages économiques qui l'accompagnaient, bien qu'il fît rarement l'effort de les générer lui-même. Le flux constant de revenus provenant de Mein Kampf, de droits à l'image et des dons au parti créa une fortune personnelle difficile à estimer précisément. L'un des éléments les plus révélateurs provient des archives américaines. Des documents de renseignement datés de 1944 indiquaient l'existence d'un compte bancaire secret en Suisse, ouvert au nom de Hitler par Max Amann, rédacteur en chef du parti et gestionnaire de ses intérêts éditoriaux. Ce compte recevait des royalties étrangères de la vente de son livre pour des montants équivalents aujourd'hui à environ 300 millions d'euros. Un rapport de l'Office of Strategic Services intitulé Activités douteuses de la Suisse au nom des nazis décrivait un compte à l'Union Bank de Berne comme un outil clé pour transférer des devises obtenues hors des frontières du Reich. Cette enquête s'inscrivait dans un effort plus large pour localiser les biens pillés par les nazis, y compris des lingots d'or d'une valeur dépassant 5 milliards de dollars à l'époque. Malgré ces estimations colossales, le montant officiel saisi par les Alliés après la chute du régime était dérisoire environ 50 000 euros en propriétés confisquées. La majeure partie des fonds personnels de Hitler, s'ils existaient encore, disparus sans laisser de traces. Dans ces derniers jours, il signa un testament contenant une vague référence à ses frères et sœurs, ouvrant des années plus tard la possibilité de litiges successoraux. Certains experts estimèrent que les descendants vivants pourraient avoir des bases légales pour revendiquer une partie des bénéfices générés par ses œuvres, notamment après l'expiration des droits d'auteur. L'une des tentatives les plus significatives fut entreprise par Leo Raubal, neveu de Hitler, par sa demi-sœur Angela. Si semblable au dictateur qui l'aurait parfois servi de doublure lors de cérémonies officielles, il fut capturé par les forces soviétiques à Stalingrad et retenu prisonnier pendant des années avant d'être libéré dans les années 1950. Après sa libération, il rejoignit un groupe de proches sous la tutelle de l'historien Werner Maser
pour réclamer des royalties en retard sur les éditions de Mein Kampf. Cet effort échoua en raison de désaccords internes. Selon des témoignages de l'époque, Aubal exigea la moitié des fonds collectés, ce qui provoqua une fracture dans le groupe. Il mourut en 1979, laissant derrière lui un litige qui ne fut jamais porté devant les tribunaux, mais qui révélait la résonance inconfortable du nom même parmi ceux vivant en marge du pouvoir. D'autres tentatives tout aussi infructueuses suivirent. La seule sœur de Hitler à entreprendre des démarches formelles fut Paula qui, comme expliqué précédemment, utilisait le nom fictif de Wolf à cette époque. Elle déposa une demande auprès du tribunal de Munich pour être reconnue comme héritière, mais sa requête fut rejetée. Elle était juridiquement invalide en raison de vices de forme, et selon la loi bavaroise en vigueur à l'époque, tous les biens liés aux hautes dignitaires du régime furent confisqués par un décret général de 1948. Les responsables du ministère des Finances bavarois expliquèrent à l'historien Timothy Ryback que ce décret était sans équivoque non seulement les propriétés, mais aussi les revenus des droits d'édition furent saisis. Cette décision était définitive. Ni Paula ni aucun autre membre de la famille ne purent prétendre à des bénéfices financiers liés à l'héritage de Hitler. De l'autre côté de l'Atlantique, William Patrick et sa femme Phyllis reçurent des conseils juridiques sur la possibilité de faire valoir une revendication. Ils savaient qu'ils étaient techniquement les plus proches parents vivants, mais refusèrent de s'engager dans cette voie. Pour eux, toute tentative de profiter du nom équivalait à accepter de l'argent entaché de sang. Même lorsqu'émergea l'idée de publier un livre basé sur des photos familiales inédites et des souvenirs personnels, ils abandonnèrent le projet, estimant qu'aucun bénéfice financier ne valait le coût de l'exposition et de la destruction que cela entraînerait. Les derniers membres de la lignée directe, bien qu'ayant abandonné le nom Hitler, étaient les descendants d'Angela, la demi-sœur aînée du dictateur. Parmi ses 3 enfants, seuls 2 atteignirent l'âge adulte et fondèrent une famille, Léo Jr. et Elfriede. Tous 2 eurent un fils. Peter Robal, né en 1931, travailla comme ingénieur en Autriche et prit sa retraite sans laisser de descendants connus. Le second, Heiner Hoegger, né en 1945, vécut toujours à l'écart des projecteurs. Selon des sources locales, il n'eut pas non plus d'enfants. Un héritage controversé revendiqué par beaucoup. Dans une famille qui, pendant une décennie, se cacha derrière un nom fictif pour éviter à tout prix l'exposition publique, il est difficile de comprendre que certains cherchent au contraire à s'associer volontairement à l'héritage le plus infâme du 20e siècle. Alors que les descendants légitimes de la lignée masculine aux États-Unis vivaient sous des noms d'emprunt craignant l'arrivée d'extrémistes, continuant à vénérer leurs ancêtres, d'autres, dans divers coins du monde, revendiquaient fièrement être les héritiers de Hitler. L'un des cas les plus médiatisés fut celui de Jean-Marie Laurette, employé des chemins de fer français, qui, jusqu'à sa mort en 1985, affirmait être le fils d'Adolf Hitler. Selon lui, pendant la Première Guerre mondiale, un caporal de l'armée allemande aurait rencontré Charlotte Lovejoy, une Française de 16 ans, lors d'une permission à Lille. Une relation irrégulière marquée par des rencontres dans différentes régions de France aurait conduit à sa naissance en mars 1918 à Seboncourt. Aucun nom de père ne figurait sur son acte de naissance, seulement la mention d'un soldat allemand inconnu. Élevé par ses grands-parents, puis adopté Loret, expliquait ainsi son nom. Il affirmait avoir ignoré ses origines jusqu'à ce que sa mère, sur son lit de mort en 1948, lui révèle l'identité de son prétendu père. Bien que les historiens les plus sérieux aient rejeté sa version faute de preuves convaincantes, Laurette ne renonça jamais à son récit. Son fils Philippe répéta même dans les médias internationaux « Je suis le petit-fils de Hitler. Les preuves sont là. Si vous n'y croyez pas, ce n'est pas mon problème. » Son comportement public était encore plus surprenant. Lors d'une visite au camp de concentration de Dachau, où plus de 28 000 personnes périrent entre 1940 et 1945, sa réaction fut sidérante. Il observa le lieu en silence, croisa les bras et déclara une phrase qui glaça l'assistance. « Si mon père a fait cela, il devait avoir ses raisons. » À une autre occasion, lors d'une cérémonie au Parlement japonais, il exécuta un salut nazi. Cependant, Laurette n'était pas le seul à tenter de tirer parti du nom. En 2019, un homme nommé Romano Lucas Hitler, qui prétendait également être un descendant direct, fut condamné pour des crimes liés à des abus sexuels, ajoutant son nom à la liste des prétendus héritiers, dont l'image publique oscillait entre auto-exposition et instabilité.
Aucun de ces cas n'a fourni de preuves génétiques convaincantes ni obtenu la reconnaissance des chercheurs les plus réputés. Pourtant, leurs noms circulaient dans l'espace public, alimentant un phénomène aussi troublant que contradictoire, le désir de se lier au personnage le plus haï du 20e siècle, tandis que les véritables descendants faisaient tout pour disparaître. Lorette, en particulier, en fit une mission personnelle, la soutenant publiquement. Il affirmait que sa grand-mère lui parlait d'un jeune Hitler possessif et jaloux, mais aussi, selon lui, affectueux et attentionné. Cette dualité entre la condamnation historique et la réhabilitation familiale fut résumée dans un livre au titre sans équivoque. Ton père s'appelait Hitler. Pour légitimer ses prétentions, il recourut à des preuves biologiques, se soumettant à des analyses sanguines, consultant des graphologues et faisant réaliser des tests ADN sur ses enfants. Aucun résultat ne fut rendu public. Des enquêtes externes, comme celle menée par le journaliste Jean-Paul Mulders et l'officier Mark Vermeeren, prirent une autre direction. Après avoir discrètement prélevé un échantillon génétique d'Alexander l'aîné des frères de Long Island, ils le comparèrent à du matériel génétique vérifié de la lignée Hitler. Le résultat fut sans appel, le profil correspondait à la lignée paternelle connue et excluait Loret. Les Belges retracèrent également des dizaines de parents éloignés en Basse-Autriche où Loret ne figurait pas. Malgré cela, il défendit sa version jusqu'au bout. Ce qui commença comme une histoire intime devint un produit médiatique entretenu par des déclarations provocatrices et l'absence de preuves concluantes. Parallèlement, un autre cas attira l'attention publique. Romano Lucas Hitler, un homme portant officiellement ce nom arborant, un tatouage de lion sur la tête et une histoire encore plus douteuse affirmait descendre d'un prétendu frère cadet du père d'Adolf absent de toute généalogie. Il soutenait être le seul véritable Hitler encore en vie, contestant ouvertement l'existence des frères américains. Élevé dans un orphelinat à Bratislava, après avoir été abandonné par ses parents, il prétendait que son identité avait été confirmée par son entourage. Sa situation était précaire sans domicile fixe, ni document vérifiable. Il était pourtant prêt à tout raconter devant les caméras. Dans le documentaire Meet the Hitlers, il déclara n'avoir aucune raison de changer de nom. En 2019, sa présence médiatique prit un tour différent lorsqu'il fut condamné pour agression sur mineurs, bien qu'il tentât de minimiser l'affaire. En dehors du cercle des prétendus descendants, certains cherchaient une proximité symbolique. Unity Mitford, une aristocrate britannique et fervente admiratrice du régime nazi, fut une figure constante dans l'entourage de Hitler. Elle participait à ces événements, partageait ses repas et l'accompagnait lors de moments clés comme l'annexion de l'Autriche. Lorsque la guerre éclata et que Hitler cessa de la recevoir, sa réaction fut radicale. Elle tenta de se suicider en se tirant une balle dans la tête dans son appartement à Munich. Elle survécut mais subit des lésions cérébrales permanentes et mourut en 1948 sous la garde de sa mère. Des années plus tard, une théorie improbable émergea. Selon un article du New Statesman, Unity serait rentrée en Angleterre enceinte et aurait secrètement donné naissance à un enfant dans une clinique rurale de l'Oxfordshire. Une source liée à une employée de la clinique affirmait que l'enfant fut donné en adoption et que la jeune femme soutenait que le père était Hitler. Le journaliste Martin Bright, auteur de l'enquête, reconnut que les pièces de cette histoire ne s'assemblaient pas. Le MI6 ne l'interrogea jamais malgré ses liens étroits avec la hiérarchie nazie. Des biographes comme Ian Kershaw et Anton Joachim Staller rejetèrent totalement ce récit. Même Guy Liddell, haut responsable du contre-espionnage britannique, doutait que la tentative de suicide ait eu lieu comme présenté, suggérant dans ses journaux que la scène aurait pu être orchestrée pour protéger la famille de l'humiliation publique. L'enfant mystérieux supposément né dans la campagne anglaise ne fut jamais retrouvé. Mais la rumeur persista comme tant d'autres. Car ce qui relie toutes ces histoires, c'est l'absence de preuves, l'attrait du mythe et le besoin humain, qu'il soit politique, émotionnel ou médiatique, de prolonger ce qui aurait dû s'éteindre avec l'extinction du nom. Indépendamment des questions de filiation biologique ou d'héritage matériel, cette histoire révèle l'impact d'un héritage si toxique que ses porteurs choisirent le silence. Contrairement à d'autres figures historiques dont les familles ont tenté de réhabiliter leur nom, les descendants de Hitler optèrent pour la disparition. Il n'y eut ni mémoire, ni procès, ni tentative de réhabilitation. Le nom, au lieu de générer un capital symbolique, devint une menace persistante même des générations plus tard. Sans crime avéré, il survécut comme une forme de condamnation sociale sans procès ni verdict.
Sans descendants et avec la fermeture de toutes les voies légales, l'héritage de Hitler ne laissa qu'un nom en ruine et une fortune engloutie par les archives nationales et le temps.